Et donc bienvenue dans ma collection comics, une émission qui existe afin de vous montrer certaines œuvres venant de ma collection personnelle et avec lesquelles je partage une certaine affinité, dirons-nous. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon tout premier comics, celui avec qui j'ai une histoire assez compliquée, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus en détail dans ce nouvel épisode de ma collection comics. Bon, vous vous souvenez tous sans doute de la série animée Batman des années 90, celle dessinée sur papier noir qui commençait par nan 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 et tout ça. Mais si, même dans les autres séries animées on en parlait. Il n'y a qu'un seul héros capable de capturer Grottman, un seul héros à la bravoure nécessaire pour combattre ce monstre. Ce héros est dans une autre série. Bref, une série qui a fait date dans le monde de l'animation, et pas que du Super Slip, mais voilà. Forcément, on ne s'est pas limité seulement à de l'animation. On a créé des comics inspirés de la série, elle-même inspirée des comics. En fait, ça va même devenir une pratique régulière. Et en France, on va voir la pratique fleurir, et notamment grâce à Semic, qui a repris la publication des titres comics de Lug, suite à la retraite du fondateur de Lug, Marcel Navarro, en 1989. Semic va largement se diversifier et même partir publier du DC, alors que Lug ne s'était historiquement concentré que sur Marvel. Le premier titre DC publié sera Batman Magazine, soit littéralement les histoires adaptées du dessin animé qui fait un carton à l'époque. La série comics existe depuis 1992 aux USA et elle apparaît en France en 1994 et ramène un peu de Batman par chez nous que l'on ne voit pas souvent à l'époque. Éventuellement The Dark Knight Returns en 1989 aux éditions Zenda, les quelques numéros du Chevalier Noir publiés par Comics USA dans le début des années 90. Batman Justice Digitale par exemple. Et encore, c'est Batman qu'on voyait le plus en France. Les autres héros DC, on les voit pratiquement plus du tout à l'époque. Et ça vous explique à quel point on voyait vraiment pas DC par chez nous à l'époque. Et pourquoi je suis super heureux de vivre actuellement ma vie de lecteur de comics en France, à une époque où on a du DC régulier en français. Ça fait super plaisir. Bon, où est-ce que j'ai acheté ce comics ? Grosse question pour le coup. Les Aminches, au moment où sort la version que j'ai entre les mains, on est en 1995. Ma petite sœur vient de naître, et j'ai entre 4 et 5 ans. Donc vous vous imaginez bien que non seulement ça doit plus être mes parents qui l'ont acheté, et qu'en plus j'ai aucun souvenir du truc. Du genre aucun. Tout ce que je sais, c'est que quand je demande à mes parents d'où venait ce comics, ils me répondaient qu'ils ne savaient pas. Et moi, d'aussi loin que remontent mes souvenirs de façon précise, j'ai toujours eu ce comics. Donc je ne sais pas pourquoi, je l'ai, et c'est pourquoi j'aimais parfois la théorie un peu folle, que peut-être qu'un jour j'aurais inventé le voyage dans le temps, que la solution pour inventer le voyage dans le temps viendrait peut-être quelque part des comics, et que moi du futur a voyagé dans le passé pour me donner ce numéro pour me mettre sur la voie. Ou alors c'est juste un concours de circonstances totalement banales dont la vie a parfois le secret. Les deux sont possibles. Bon, si je sais pas trop pourquoi on a acheté ce comics, ni non plus trop quand, moi j'ai une vague idée, mais bon, j'ai au moins un putain de gros indice sur le où. À 99,99% de chance, ça vient de mon endroit préféré de quand j'étais petit, et un endroit que j'ai été, mine de rien, assez chanceux de connaître, la librairie de mon petit village. Enfin, maison de la presse. C'est son vrai nom, mais je l'ai toujours appelé la librairie. Et mine de rien, j'ai été assez chanceux d'avoir un établissement de ce genre près de chez moi. Dans un petit village, l'endroit où on peut acheter la presse, c'est le seul lien physique avec le fait d'acheter de la lecture. C'est même pratiquement le seul lien avec le monde de la lecture quand il n'y a pas de bibliothèque de disponible. Et généralement, cet endroit est aussi le lieu où l'on peut acheter des clopes,
et aussi la boisson. Et que vous dire si ce n'est que l'ambiance du PMU du coin, comme c'est souvent le cas dans les petits villages, et c'est le cas de l'autre village où j'ai grandi d'ailleurs, n'aide pas à pousser les enfants à farfouiller dans les rayonnages pour trouver de la lecture. Certainement pas. Ce qui fait que les vendeurs, fatalement, ils en achètent moins, puisqu'ils ne vendent pas la lecture, et que, fatalement, du coup, le coin presse, ça devient juste un petit présentoir à côté de la porte. Et c'est tout, monsieur, dame. On prendrait bien un peu de piquant, hein. Et le petit, là, il veut quoi? Cette situation, qui pourrait paraître cliché, est en fait inspirée de faits réels. Sans déconner, parfois, acheter un magazine, ça peut être glauque quand on est un gosse. Et alors, autant j'ai rien contre boire un petit coup, c'est même très agréable, autant je trouve que les deux ambiances sont contre-productives, et je suis hyper heureux d'avoir eu, dans mon village d'Aisy-sur-Eure, une maison de la presse qui ne faisait pas en plus alcool, en plus de la Française des Jeux. Difficile de vous recommander d'aller visiter une maison de la presse, comme j'ai pu vous recommander aux merveilles la dernière fois. Mais une chose est sûre, si vous avez un établissement comme ça dans votre coin, soutenez-le, c'est super rare en fait. Et j'ai l'impression de m'être un petit peu éloigné du sujet. Donc, retour à Batman Magazine. Déjà, il est à noter que cette version n'est pas la version Batman Magazine de base, qui était des petits fascicules d'à peu près cette taille-là. Non, il s'agit en fait d'une pratique qui a disparu à l'heure actuelle, mais que j'aimais bien. On prend plusieurs numéros, qui restaient, les invendus par exemple, et on les ressort quelques mois après, on les colle ensemble, on fout une nouvelle couverture autour, et on appelle ça un album relié. J'aime beaucoup cette pratique, et c'est généralement ce genre de format que je choisis d'acheter quand je veux prendre des vieux comics, parce que c'est le premier format que j'ai connu, et puis je l'aime bien, généralement c'est moins cher, t'as plus d'histoire, et je pense qu'à l'époque, j'aurais pu supporter de l'effet de le lire avec quelques mois de retard. Je pense que j'aurais acheté typiquement pratiquement que des trucs comme ça. Ce numéro, intitulé Album relié numéro 2, contient les numéros 5, 6, 7 et 8 de Batman Magazine. Et ce numéro, je l'avais perdu au fil du temps. Je pense au niveau de ma fin de collège à peu près. Je l'ai peut-être donné à quelqu'un, je crois. Ou alors une faille spatio-temporelle l'a avalé, j'en sais rien. Mais alors si j'ai perdu ce numéro, comment je l'ai dans les mains ? Je l'ai récupéré suite à un podcast de l'ami Comics Grincheux, le Divan Comics, où chacun peut aller discuter et présenter pourquoi il aime lire des comics. Et suite à ce podcast, un camarade bibliothécaire canadien, Marc Gagnon, qui s'occupe du podcast des Crinqués et du blog Le Paperman, petit moment pub, tant pis, a pu me trouver la version exacte que j'avais quand j'étais gosse. Encore merci à toi. Et du coup, j'ai pu le relire, et je me suis aperçu que mes souvenirs étaient un poil différents, au niveau du contenu, que ce que j'avais gardé quand j'étais gosse. Déjà, je me souvenais de jeux à l'intérieur. Bon, j'ai dû faire un mélange avec d'autres magazines qui étaient rangés avec lui, il n'y a pas de jeux dedans. Par contre, je me souvenais très très bien des histoires à l'intérieur. Et surtout de la confusion que j'ai connue étant petit. Parce que, c'est pas hyper clair, comme publication pour le gosse que j'étais. En gros, tu avais une histoire complète à chaque numéro. Bon, ça, c'est bon, c'est simple, je gère. Mais le fait d'avoir découpé en épisodes de 7 pages l'adaptation du film animé Mask of the Phantasm m'avait tout simplement perdu. J'ai eu ce comics vers mes 5 ans, à peu près, estimation, et j'ai compris ce choix qu'à peu près vers mes 10 ans. C'est vous dire. Et c'est avec ça, en y repensant, que je pense que j'ai compris l'importance de l'éditorial dans les comics et d'expliquer ce qu'on fait dans le magazine, même si ça peut paraître chiant à faire et à répéter pour les chargés de collection. Chaque comics, surtout kiosque, peut être le premier de quelqu'un. Pensez-y. Concernant les histoires, elles sont toutes bien. Et toutes dans le contexte de Batman, la série animée. On a une histoire sur l'épouvantail, une autre sur l'homme mystère, une sur les origines de Batgirl, et enfin une autre sur Robin et le ventriloque. Ce sont les mêmes histoires que vous avez pu voir republiées par Urban sous le titre Batman Aventure. Et c'est là que je m'aperçois que Semik n'avait publié la série
dans un ordre bien à lui. C'est-à-dire qu'en fait, il avait décidé d'enlever certaines histoires, et malheureusement des histoires que je juge peut-être plus intéressantes. Sans rire, l'histoire de romance à Paris entre Batman et Talia al Ghul, c'est criminel de ne pas l'avoir publiée. Surtout que là, techniquement, elle devrait être ici. Relire ces histoires, avec ma connaissance d'aujourd'hui, c'est aussi un exercice assez fascinant. Je reconnais aujourd'hui des tonnes de clins d'œil à l'univers DC caché dans les cases. Et c'est la preuve qu'une mini-référence ne fait pas de mal à la lisibilité. Ça m'a pas gêné enfant, et adulte, je suis ravi de voir Caïn et Abel de la série House of Mystery et ensuite de Sandman apparaître. Je suis ravi de savoir que Mr. Nice et d'autres personnages sont inspirés de certains des scénaristes de comics. Mais ne pas le savoir ne nuit pas à l'expérience. C'est juste un truc en plus. Et en tant qu'adulte, j'apprécie grandement l'expérience de redécouverte. Du coup, oui, ces histoires-là, je les ai en double. Le numéro de mon enfance, que je suis fier d'avoir dans ma collection, parce qu'il représente beaucoup de choses pour moi, en bien comme en mal parfois, et la nouvelle version d'Urban, parce qu'elle représente ce que j'aurais aimé avoir à l'époque. Une version beaucoup plus claire et surtout complète. Parce que l'épisode de Talia, si je l'avais eu à l'époque, je me serais sans doute mis à lire des comics plus tôt. Parce que j'aurais quand même eu Paris. Et oui, je le redis encore une fois, mais Casablanca, c'est toujours aussi bon comme film et toujours aussi référencé. Mais bon, la vie est ainsi faite, je n'ai connu cette histoire que sur le tard et... bon. Oui d'accord, avec l'œil d'aujourd'hui, j'aurais adoré la voir jeune, parce que vraiment, je me serais mis à lire des comics en masse et tout ça, enfin... Sans doute que oui, mais qui sait. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, dit le proverbe. Je suis pas tout à fait d'accord. Je suis très heureux d'avoir mon premier flacon, pour des raisons nostalgiques évidentes, mais si vous voulez le lire aujourd'hui, prenez le flacon d'Urban. Plus clair, plus complet. C'est un meilleur flacon. En tout cas, ce comics fut mon premier comics. Et il a fallu un bon moment avant que j'en ai un autre dans les mains. Il faudra attendre les dinosaures au cinéma pour ça. Mais ceci est une autre histoire, et même pas celle de la prochaine vidéo. Donc à la prochaine fois.